Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On a une petite heure pendant lesquelles on va donc parler des plans d'expérience. Donc on va faire une petite introduction au plan d'expérience et notamment voir quel est l'intérêt pour l'expérimentateur, pourquoi faire des plans d'expérience finalement, quels sont les bénéfices. Donc, ce webinaire est réalisé en partenariat avec Statiz, qui est donc un éditeur de logiciels dédié au plan d'expérience, donc qui a réalisé les slides. Donc, on les remercie. Donc, tout au long du webinaire, on va vous demander de bien garder vos micros en mute, fermés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si jamais il y a trop de questions, de toute façon, on répondra à tout le monde par email après. D'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas utiliser le chat, n'hésitez pas également à nous envoyer vos questions à cette adresse, contact@ondalis.fr, et on y répondra également dans les jours à venir. Ce webinaire, de toute façon, sera enregistré, donc il sera disponible également sur notre site d'ici quelques jours. Si vous le souhaitez, il y a déjà, sinon, une version qui a été enregistrée une version anglaise, du coup, qui a été réalisée par Statiz et qui est disponible sur leur site. Donc, Statiz, qui est notre partenaire, est un éditeur de logiciels, comme je le disais, donc vraiment dédié au plan d'expérience. Donc celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci, Design Expert. Ils ont aussi une autre solution qui est un peu plus complète, qui s'appelle Statis 360, donc qui va un petit peu plus loin dans l'industrialisation. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez plus d'informations sur leur solution logicielle. Donc, on va commencer par définir un petit peu qu'est-ce que c'est les plans d'expérience. Donc, DOE en anglais pour Design of Experiments. Donc, qu'est-ce que c'est le DOE? Alors, déjà, je vais commencer par dire qu'est-ce que n'est pas le DOE, c'est-à-dire les expériences qu'on pourrait appeler d'une manière traditionnelle en faisant un facteur à la fois. Souvent, quand les gens ne connaissent pas finalement les plans d'expérience, ils vont décider de changer vraiment les variables une par une. Donc, ils vont, par exemple, si on est sur une synthèse organique, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe si je change ma température? J'étais à 50 degrés, j'ai envie de faire des économies d'énergie. Est-ce que si je passe à 40 degrés, ça marche bien? Bon, est-ce que si je passe à 30 degrés, ça marche bien? Etc. On essaye de changer, de faire plusieurs tests avec une seule variable. Une fois qu'on a trouvé une valeur qu'on estime optimale, du coup, on va prendre une deuxième variable qu'on va de nouveau faire changer. Donc, par exemple, j'avais fait changer ma température, je vais maintenant changer ma pression en conservant la température à la zone que j'ai trouvée comme optimale, que j'ai fixée préalablement. Sauf que, par exemple, température et pression, ce sont deux variables qui vont très souvent interagir. Et en faisant un facteur à la fois, s'il y a bien une chose que vous n'allez pas du tout être capable d'identifier, c'est les interactions. Donc, vous n'aurez peut-être pas testé des valeurs, des zones où, par exemple, la pression est haute et la température est haute, et dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir des soucis sur votre procédé. Donc, on va plutôt essayer d'utiliser des plans d'expérience. Les plans d'expérience, c'est vraiment, finalement, des expériences qui sont structurées. C'est-à-dire que ce qu'on va faire par rapport à faire une variable à la fois, c'est qu'on va organiser et créer un plan de test statistique. Et ça va nous fournir plus d'informations à la fois. Et vous allez voir on aura plus d'informations en ayant moins d'expérience également. Donc vraiment, ce qu'on va faire, c'est que dès le départ, on va générer des expériences de qualité en suivant un plan statistique précis. Donc, vous avez différents types de structures qui existent. Vous avez différents objectifs, en fait, et en fonction de l'objectif, on va choisir une structure ou une autre. Donc, qui peut être, par exemple, type triangle pour les plans de mélange ou un peu comme ça pour plutôt les plans factoriels qu'on verra un petit peu plus en détail aujourd'hui. Donc, définissons un petit peu un plan d'expérience.
Un plan d'expérience, c'est une série systématique de tests dans lesquels on va faire varier ce qu'on appelle des facteurs, ce sont des variables, pour essayer d'identifier des changements significatifs dans une réponse. Déjà, une des grosses différences hein, entre faire un facteur à la fois ou faire des plans d'expérience, c'est qu'on va faire bouger plusieurs variables simultanément. Et donc, les variables qu'on va introduire dans un plan d'expérience, c'est ce qu'on appelle les facteurs. Donc, à chaque fois, lorsque vous allez étudier un procédé, ben, vous avez des facteurs que vous allez faire varier, qu'on contrôle. Donc, comme par exemple, ce que je disais, imaginons la température. Vous avez une consigne de température que vous choisissez. Mais vous avez aussi des facteurs qui sont plutôt du bruit, qui vont être présents dans votre procédé. Donc, ben, par exemple, ça peut être ben, la météo du jour. Si la température ambiante, l'humidité relative dans votre laboratoire est différente d'un jour à l'autre, vous allez potentiellement avoir un petit peu de variabilité due à un effet jour. Vous pouvez aussi avoir de la variabilité qui vient d'un opérateur, qui vient de la qualité de la matière première, etc. Donc tout ça, ça va pouvoir apporter du bruit, de la variabilité dans votre système. Et on a donc ces facteurs qui sont introduits dans le procédé et on va obtenir ce qu'on appelle une réponse Y. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à mesurer. Donc ça pourrait être, ben, si on restait sur un exemple de synthèse organique, pourquoi pas le rendement ou la spécificité d'une molécule. En fait, du coup, ce qu'on va faire quand on fait des plans d'expérience, eh ben, c'est qu'on va vraiment essayer de modéliser ce procédé, de construire une relation entre nos facteurs et nos Y, qu'on pourrait un peu schématiser comme ben, une fonction du style AX plus B égale Y. Donc les X de notre modèle, ce serait vraiment les facteurs qu'on a fait varier. Le plus B, ben, ça va être les bruits qui sont présents dans notre système. Et on va donc obtenir un Y. On va chercher à prédire la réponse en fonction du niveau de nos facteurs. Donc j'en ai un petit peu parlé, hein, il y a tout un vocabulaire qui est présent lorsqu'on va parler de plan d'expérience. Donc ben, les facteurs, hein, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on parle souvent de plan factoriel lorsqu'on parle de plan d'expérience. Donc ce sont vraiment les variables qu'on modifie, qu'on a choisi d'étudier. Elles peuvent être numériques, elles peuvent être catégoriques, donc qualitatives. Donc vraiment, par exemple, la température, qui est un exemple que j'ai donné, mais le temps aussi, ça peut être une variable qu'on va modifier. Mais par exemple, ben, le fournisseur de la matière première, c'est aussi un facteur qu'on pourrait chercher à étudier et qu'on contrôle. Les facteurs qu'on ne contrôle pas, qui sont donc ben, les variables qui vont fluctuer pendant l'expérience. Si on peut, on les mesure, mais en tout cas, on ne va pas les étudier et on n'a pas de contrôle dessus. Donc, ben, par exemple, voilà, je disais, l'humidité ou la température ambiante de la pièce, mais aussi, pourquoi pas, ben, la dégradation chimique. Si jamais vous avez ouvert un flacon de matière première dans votre première expérience, ben, au fur et à mesure que les jours passent, potentiellement, il va y avoir une petite oxydation, une petite dégradation. Ce sont des choses qui arrivent. Et la réponse, ou les réponses, parce qu'avec le même nombre d'expériences, vous pouvez étudier plusieurs Y, hein, donc on fait plusieurs modèles, mais vous n'avez pas besoin de refaire des expériences pour chaque réponse différente. Donc, une ou plusieurs réponses que vous allez étudier, qui, elle, par contre, doit être mesurable. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de qualitatif, il faut vraiment avoir une réponse qui est numérique, qui est quantifiable en sortie de notre procédé. Donc, un exemple qu'on a sur pourquoi est-ce que le multifactoriel, finalement, c'est mieux que de faire un facteur à la fois, ce qui a été abrégé ici, un facteur à la fois. Bah, un exemple qui est assez connu dans les publications, c'est un exemple qui a été réalisé par SKF, qui est donc un fabricant de roulements mécaniques. Et SKF a fait des essais pendant les années 70 avec trois variables qu'on appellera A, B et C. Et à l'origine, la durée de vie de leur roulement, elle était de 17 heures, avec les trois paramètres A, B et C fixés. Et ils cherchaient à augmenter la durée de vie de leur roulement. 17 heures, effectivement, c'est quand même assez léger.
Donc, ils ont tenté de faire varier A. Ils ont réussi à améliorer 25 heures. Ils ont tenté de faire varier B pour améliorer à 26 heures la durée de vie des roulements. Et quand ils changeaient juste C, on obtenait 19 heures. Donc, à chaque fois, des améliorations, mais quand même plutôt légères, voire pas significatives du tout, entre des 7 et 19 heures. Ce qui était très insuffisant. Eux, ils voulaient à minima doubler le nombre, la durée de vie des roulements. Donc, en utilisant du un facteur à la fois, ils n'obtenaient pas des résultats qui étaient intéressants. Donc par la suite, ils ont tenté les plans d'expérience et notamment, comme je le disais, les plans d'expérience, vous allez vraiment faire varier tous vos facteurs à la fois. Vous allez réaliser plus de combinaisons. Et là, on voit que si on fait varier A, B et C simultanément, eh ben, on réussit à obtenir ici une durée de vie de 128 heures sur les roulements mécaniques, ce qui est une amélioration vraiment très significative par rapport aux 17 heures de départ. On aurait même une autre solution qui est un peu moins bonne, mais qui, pourquoi pas, d'un point de vue process, pourrait être intéressante, qui est à 85 heures. Donc le fait d'avoir fait des plans d'expérience, ça leur a permis d'améliorer nettement les, les, les durées de vie de leur roulement. Et les plans d'expérience, ça va vraiment vous obliger à aller faire des combinaisons qu'on ne testerait pas forcément si on les faisait en un facteur à la fois, qu'on n'aurait pas idée d'aller chercher. Donc, si on compare un petit peu les DOE versus un facteur à la fois, ben, c'est vrai que faire un facteur à la fois, c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en œuvre. On n'a pas vraiment besoin de se casser la tête puisqu'il y a un seul qui bouge, donc c'est simple à mettre en œuvre, c'est simple à réaliser. Par contre, c'est complètement inefficace. Et notamment, ça ne va pas du tout vous permettre de tenir compte des interactions. Alors que si vous faites des plans d'expérience et par exemple des plans factoriels, ben, vous allez être capable de changer plusieurs facteurs à la fois. Vous allez avoir des informations sur les interactions, vous serez capable de les estimer. Et au final, on va maximiser les informations avec moins d'expérience. Par exemple, hein, si là, donc si on reprenait notre exemple de SKF, eh ben, en faisant un à la fois, on aurait même pu décider, ben, pas seulement de mettre A ici et là, mais de dire, tiens, je fais bouger A ici un petit peu. Et puis ici. Et puis ensuite, je bouge un petit peu. On peut très bien faire 4, 5, 10 essais sur un seul facteur. Et vous voyez qu'on n'arriverait pas à améliorer en faisant un à la fois. Alors que lorsqu'on va faire des plans d'expérience, on va voir que finalement, on va pas tester toutes ces zones-là intermédiaires, on va juste tester deux niveaux. Et on va être capable de prédire notre Y partout à l'intérieur de notre domaine d'expérimentation, entre les deux zones qu'on a choisies pour un facteur. Donc si par exemple vous avez une température que vous avez fait varier entre 15 et 50 degrés, ben, si on faisait un à la fois, on fait 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés, etc. Avec les plans d'expérience, vous n'en avez pas besoin, vous êtes capable de prédire partout entre 15 et 50 degrés. Donc les plans d'expérience, c'est finalement tout un domaine, hein. Donc, comme je le disais, il y a différents types d'objectifs et pour les différents types d'objectifs, différents types de structures. Donc, parmi les objectifs, enfin, les types de plans qui sont vraiment les plus communs, vous allez avoir le plan factoriel, qui est vraiment le plan de base qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Les plans de surface de réponse, qui servent plutôt pour faire de l'optimisation. Et les plans de mélange qui sont un petit peu particuliers, puisqu'on est plus sur des problématiques de type formulation. Donc, pour aller un petit peu plus en détail sur ces trois types de plans, donc le plan factoriel, on peut le représenter, on le représente souvent de cette manière, hein, avec par exemple ici trois facteurs A, B ici et C, donc trois axes différents. Et ce type de plan va vous permettre d'avoir des informations sur les effets principaux et les interactions. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à savoir est-ce que mon facteur est influent sur mon procédé ou pas. Donc les effets principaux, c'est ceux des facteurs eux-mêmes. Donc est-ce que A est influent?
Est-ce que, si je reprends toujours mon exemple de température, est-ce que si je change la température, j'améliore mon Y? Ou est-ce que peu importe où je me situe, ça n'a pas d'impact? Donc on va chercher de l'influence. Et également les interactions, notamment les interactions, par exemple, entre A et B ou entre A et C. Et donc comme je l'ai mentionné, on va uniquement faire 2 niveaux. Le fait de faire 2 niveaux, ça va vraiment faire qu'on va minimiser le travail, minimiser le nombre d'expériences, mais on aura quand même beaucoup d'informations. Donc là, par exemple, on va choisir 2 niveaux qu'on appellera un niveau bas, un niveau haut pour A, et on va uniquement réaliser ces 2 expériences. Ensuite, la surface de réponse, donc ça, ce sont des plans qui sont un peu plus complexes. Là, on va chercher vraiment plutôt à s'intéresser au Y, à la réponse. Et on va chercher à modéliser un peu plus finement notre Y. Donc on va être capable, avec ce type de plan, de construire des modèles quadratiques, des polynômes quadratiques. Et ça va nous permettre de modéliser des relations qui sont non linéaires entre nos facteurs et nos réponses. Donc, dans ces cas-là, on a plus de niveaux. On en a au moins 3, souvent plus. Donc, ça demande un peu plus de travail, ça demande plus d'expérience. Par contre, vous allez avoir plus d'informations. Vous allez être capable de modéliser plus finement votre Y. Enfin, les plans de mélange. Donc ça, c'est vraiment particulier au cadre de la formulation. Puisque dans un mélange, ben forcément, vous avez des dépendances entre vos différents composants. Puisque si on avait par exemple 3 composants A, B et C, et ben, en fonction de la quantité de A que vous mettez, ben, vous allez adapter les quantités de B et C, puisque à la fin, on doit toujours avoir le même volume. Donc forcément, ben, si par exemple vous enlevez A complètement, il faut compléter le volume avec B et C. Donc vous n'allez pas avoir le même type de polynôme. Donc on va utiliser un polynôme de Shefé dans les cas des plans de mélange. Et on va adapter aussi la structure. Donc, vous voyez qu'ici on représente plutôt des carrés, des cubes. Ici, on va plutôt passer sur du triangle, ce qu'on appelle des simplexes. Donc ça, c'est vraiment des plans particuliers. Donc il y a des gens qui essayent hein, d'utiliser des polynômes réguliers factoriels pour des plans de mélange. Statistiquement, ce n'est pas correct. Il faudrait vraiment, ça peut fonctionner, hein, il y a des publics qui le montrent, mais c'est pas ce qu'il faut faire d'un point de vue statistique. Là, on n'en parlera pas plus aujourd'hui, mais si vous souhaitez aller un peu plus loin, si c'est la formulation qui vous intéresse, vous avez un webinaire en anglais qui est disponible sur le site de Statis, donc qui est ici. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux plans factoriels à 2 niveaux, donc les plans vraiment les plus simples. Donc, qu'est-ce que c'est un plan factoriel complet à 2 niveaux? Et ben, voilà l'exemple le plus simple qu'on puisse avoir. Donc, on sélectionne 2 facteurs, A et B. Et donc, comme on le disait, on va uniquement là, choisir 2 niveaux, un niveau bas, un niveau haut. Et on va faire uniquement les expériences à ces niveaux-là. On ne va pas aller en choisir plusieurs entre le moins et le plus. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser toutes les combinaisons des niveaux de nos facteurs. C'est-à-dire que ben, on va faire par exemple une expérience avec le A au niveau moins, le B au niveau moins, puis on fait varier seulement A, on a le A au niveau plus, le B au niveau moins, on fait varier seulement B ici, et enfin on fait varier les 2 facteurs à la fois pour obtenir l'expérience 4. Donc vous voyez qu'avec seulement 4 expériences, eh ben, vous allez être capable de prédire votre Y partout dans ce carré. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette expérience et mesurer le Y obtenu pour construire l'équation qui va nous permettre de prédire Y partout dans ce carré, dans notre domaine d'expérimentation. L'objectif du plan factoriel, c'est vraiment de déterminer est-ce que mon facteur a un effet ou pas? Est-ce qu'il est influent dans mon procédé? Donc pour déterminer un effet, ben, c'est très simple. Vous allez faire la moyenne des expériences pour lesquelles votre facteur est au niveau positif et moins la moyenne des expériences pour lequel le facteur est au niveau négatif. Par exemple, si vous voulez connaître l'effet de A
sur votre Y, et ben, vous faites la moyenne de vos expériences quand A est ici, donc on fait la moyenne de 2 et 4, moins la moyenne de vos expériences quand A est ici à moins. Donc moins la moyenne des Y 1 et 3. Et ça vous donne l'effet de A sur votre Y. Si on a par exemple un troisième facteur, ben, on peut représenter ça comme un cube avec ici A, B et C qui sont représentés. Et de la même manière, on va réaliser toutes les combinaisons à deux niveaux sur chacun de nos facteurs. Donc on va obtenir 8 expériences. Et donc avec 8 expériences, on est capable de prédire le Y partout à l'intérieur de notre cube. Donc, vous voyez que juste avec ces 8 expériences, bah, vous allez être capable d'estimer vos effets principaux, vos facteurs A, B et C. Mais vous serez aussi capable d'estimer vos interactions à deux facteurs, A, B, A, C et B, C. Et même, vous êtes capable d'estimer l'interaction à trois facteurs A, B, C. Donc, avec un plan d'expérience factoriel complet, avec 8 expériences, vous êtes capable d'estimer 7 effets, 7 interactions et effets principaux. Donc, c'est quand même pas mal d'informations. Donc, les avantages d'un plan factoriel, ben, c'est une structure qui est quand même plutôt simple, hein. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on est bien aidé avec les logiciels parce que votre structure, vous allez pouvoir la construire directement dans Design Expert, qui va vous donner la liste des expériences à réaliser de manière très simple. On va avoir un nombre d'expériences minimum. Donc, comme on le disait, hein, par exemple, pour trois facteurs, vous avez juste ces 8 expériences à réaliser pour réussir à prédire votre Y. On recommande toujours de rajouter quelques points au centre, mais ça fait quand même pas énormément d'expériences au total. On peut, si jamais on se retrouve avec trop d'expérience, en plus, on peut fractionner les plans, c'est-à-dire qu'on peut les couper en 2, en 4, en 8, pour réduire le nombre d'expériences si nécessaire. On va avoir beaucoup plus de puissance que si on fait un facteur à la fois, puisqu'on a ce qu'on appelle des répliques à cacher. Et on va tester plus de combinaisons. Si on reprend notre exemple de SKF, hein, où ils avaient fait varier simplement ici un à la fois sur A, B et C, ben, vous voyez que la zone d'expérimentation qu'ils ont étudiée, elle est beaucoup plus petite par rapport à notre cube. Grâce à notre cube, grâce au fait qu'on a réalisé plus de combinaisons, on est allé chercher ce genre de combinaisons éloignées où on fait varier les trois facteurs à la fois et qui, dans le cas de notre exemple pour SKF, nous a permis d'obtenir une bien meilleure durée de vie de roulement. Donc on aura un domaine d'expérimentation qui sera plus large que si on avait fait un facteur à la fois, heu, avec des plans d'expérience. Et surtout, vous allez être capable d'estimer les interactions, ce qui est vraiment très important dans les procédés. Les procédés où il y a aucune interaction, c'est quand même pas forcément très courant. C'est facile à analyser, c'est facile à interpréter, notamment avec les logiciels commerciaux, hein, qui sont souvent très très user friendly. Donc vous allez avoir plein de graphiques qui font en sorte que ce soit très simple à comprendre, mais aussi très simple à communiquer avec d'autres équipes qui, par exemple, ne connaîtraient pas du tout les plans d'expérience. Il y a vraiment des graphiques qui sont simples à comprendre. On les verra un petit peu dans le logiciel. Et une dernière chose qui est importante lorsqu'on fait des plans factoriels, c'est que ça peut former une base sur des plans plus complexes. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, vous avez les plans factoriels, puis vous avez l'optimisation, les plans de surface de réponse. Ces plans de surface de réponse, généralement, c'est une fois que vous avez éliminé les facteurs non influents, vous allez garder seulement quelques facteurs et passer sur des plans de surface de réponse. Ben, si les facteurs que vous aviez choisis au démarrage sont bons et que le domaine est bon, vous n'avez pas besoin de refaire complètement un nouveau plan. Vous pouvez utiliser les expériences que vous avez déjà réalisées avant pour trouver les facteurs influents et vous complétez, vous ajoutez quelques expériences en plus pour faire un modèle qui est plus complexe, qui est non linéaire. Donc on va vraiment pouvoir récupérer le travail qui a déjà été fait avant pour compléter le modèle. On n'a pas besoin, pas toujours en tout cas, on n'a pas toujours besoin de refaire absolument toutes les expériences, on n'a pas besoin de tout jeter. Donc ça,
Ça peut vraiment être un très gros gain de temps. Donc, comme je le disais, dans certains cas, vous pouvez fractionner les plans. Et notamment, ben, dans Design Expert, lorsque vous allez choisir de construire un plan factoriel à 2 niveaux, vous allez avoir ce type de fenêtre. Donc ici, vous voyez que vous avez le nombre de facteurs qui est représenté ici, en haut, et ici, le nombre d'expériences que vous allez devoir faire. Donc là, le logiciel vous donne les codes couleurs. Donc en blanc, ce sont les plans complets. Donc ceux pour lesquels vous allez réaliser la totalité des combinaisons. Donc là, vraiment, vous allez avoir tous les facteurs, toutes les interactions qui pourront être estimés. Donc des plans très importants, mais forcément qui demandent plus d'expérience. Ensuite, en vert, c'est ce qu'on appelle des plans de résolution 5 ou au-delà. Donc ça, ce sont des plans qui sont aussi bons que des plans complets. Ça va vous permettre d'estimer vos effets principaux, donc vos facteurs, et toutes leurs interactions à 2 facteurs. Donc vraiment des très bons plans si vous êtes à un stade où vous voulez faire de la caractérisation de votre procédé et que vous avez envie de connaître précisément les interactions. Pas de perte d'information par rapport à un plan complet. Les jaunes, ici, donc à utiliser avec un peu plus de prudence. Donc, lorsque vous êtes sur des jaunes, c'est la résolution 4. C'est-à-dire que vos effets principaux, vos facteurs, eux, ils sont correctement estimés. Mais vos interactions à 2 facteurs, elles sont confondues. Vous n'arriverez pas à estimer correctement vos interactions à 2 facteurs. On peut savoir s'il y en a, mais on aura du mal à les identifier. Donc, à utiliser avec prudence uniquement dans le cas où vous faites ce qu'on appelle du criblage, du screening, donc où on a beaucoup de facteurs et qu'on cherche vraiment à en éliminer, donc à trouver qui est influent et qui ne l'est pas, pour, pour défricher, on va dire, un petit peu au démarrage, avant de passer peut-être sur de la caractérisation. Rouge, donc là, ce n'est pas du tout recommandé si vous êtes à un stade de développement de procédés, de recherche de procédés. Ça sert exclusivement pour de la robustesse, puisque là, vos facteurs vont être confondus, ainsi que les interactions. Donc, vous n'allez pas être capable de tirer des conclusions satisfaisantes avec ce type de plan. Donc, on n'utilise pas les plans rouges. Une autre manière d'utiliser ce type de graphique, ça peut aussi être de vous baser en fait sur le budget que vous avez. Par exemple, si vous avez décidé que vous n'êtes capable de faire que 16 expériences, soit parce que vous n'avez pas le temps, pas les moyens, pas la matière première pour en faire plus, peu importe. Vous avez décidé que vous allez faire 16 expériences. Là, vous voyez qu'avec 16 expériences, ben, vous pouvez faire un plan complet avec 4 facteurs. Mais si vous ajoutez un 5e facteur, vous voyez que là, on est sur du vert et on ne perd pas d'informations par rapport à un plan complet. Donc, vous pouvez vraiment aller jusqu'à 5 facteurs et vous serez capable d'estimer tous vos effets principaux et toutes vos interactions de manière propre. Donc, c'est vraiment intéressant, si vous avez un facteur en plus, de l'ajouter. Ça ne vous coûtera pas plus d'expérience et vous aurez toutes les infos utiles. Mais vous voyez que si vous êtes plutôt en début de procédé, en début de développement, et ben vous pouvez même aller à 6, 7, voire 8 facteurs, toujours avec 16 expériences. Et là, vous allez pouvoir faire du criblage, donc jusqu'à 8 facteurs peuvent être estimés. Donc, pas leurs interactions, pas proprement en tout cas, elles sont confondues, mais les facteurs, eux, vous allez être capable de vérifier si oui ou non ils ont une influence. À partir de 9, on est en rouge, donc on n'irait pas sur du plan factoriel, ou alors il faut augmenter et par exemple passer à 32 expériences, et là, vous pourriez aller à 9 facteurs. Mais si vous êtes bloqué à 16 expériences, on ne va pas au-delà de 8 facteurs. Vous avez d'autres types de plans qui existent, qui sont disponibles dans le logiciel, notamment des min run, par exemple, mais pas sur du plan factoriel classique, on va dire. Donc, on va voir un exemple avec un cas pratique sur un taux de filtration, qui est un cas d'école, on va dire, qui date donc de Doug Montgomery, qui a fait des publications là-dessus. Donc, cet exemple, pour ceux qui ont déjà Design Expert, hein, il est disponible, les données sont disponibles dans le logiciel. Vous pouvez aussi les trouver sur le site de Statise assez facilement.
Euh, c'est un exemple de fabrication de panneaux en bois pour des mobilhomes. Donc à l'époque, il me semble que ça date des années 70, les panneaux étaient réalisés avec du formaldéhyde dans la colle. En fait, le fabricant rajoutait du formaldéhyde dans la colle pour réussir à filtrer la colle un petit peu plus vite, ça fluidifiait, donc ça permettait d'accélérer le procédé. Sauf que le formaldéhyde, ben, ça posait des problèmes d'odeur à l'intérieur des mobil-hommes, et en plus, ben, c'est un produit qui est quand même potentiellement cancérigène, donc en termes de santé, c'est pas terrible non plus. Donc, c'était bien d'un niveau procédé, puisque l'ajout de formaldéhyde, ça permet vraiment d'améliorer la vitesse de production, mais d'un point de vue client, d'un point de vue sanitaire, c'est pas terrible. Donc, ils ont cherché à faire un plan d'expérience pour trouver ben, comment garder à minima une vitesse aussi bonne de filtration de la colle, tout en diminuant autant que possible la concentration en formaldéhyde. Donc, on est sur un cas où il y a 4 facteurs qui avaient été sélectionnés. Donc, on choisit ces 4 facteurs ici, qui sont tous numériques, hein, et les niveaux moins et plus. Et le Y, donc ce qui a été analysé, ben, c'est la vitesse de filtration de notre colle, qu'on veut maximiser. Donc, voilà ce que donne le plan d'expérience. Donc, les différents niveaux, les différentes combinaisons à réaliser sur chacun de nos facteurs. On fait toutes ces expériences, puis on mesure la vitesse de filtration et on la renseigne à chaque expérience. On va passer dans le logiciel et vous verrez que on a une analyse qui est faite dans cet ordre. Donc c'est mis dans l'ordre dans le logiciel, c'est assez intuitif. C'est-à-dire que ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va chercher des effets. Là, on est sur un plan factoriel, hein, on cherche à savoir quels facteurs ou quelles interactions sont influentes. Ce qu'on fait là, finalement, c'est que ben, si on reprend notre exemple d'un modèle AX plus B, eh ben, on va déterminer qu'est-ce qu'on met dans notre modèle, quels sont les AX qu'on met dans notre modèle, et lesquels sont juste du bruit et ne sont pas utiles pour la construction. Une fois qu'on les aura sélectionnés, qu'on aura donc décidé quel coefficient on met dans notre modèle, ben, on fait une ANOVA avec des tests de Fisher pour vérifier ben, si la variabilité qu'on a dans notre système, elle est bien expliquée par le modèle qu'on a choisi. Ensuite, on réalise des diagnostics, puisque une ANOVA doit suivre certaines hypothèses. Donc, notamment, bah, par exemple, la normalité des résidus, les résidus doivent être distribués de manière aléatoire, il doit y avoir une homocédasticité des résidus également. Donc, on a toute une page de diagnostic pour vérifier ça. Et enfin, uniquement dans le cas où vous aurez un modèle qui est validé, on peut aller voir les graphes du modèle qui vont vous permettre d'essayer par exemple de trouver dans quelle zone on doit se situer pour avoir la vitesse de filtration la plus rapide. Donc, on va aller dans le logiciel. Et alors, comme je le disais, si vous avez déjà Design Expert, bah, vous pouvez aller dans Tutorial Data et sélectionner Filtration Rate. Et donc, voilà, c'est ça que je vous ai montré, hein. Vous voyez que vous avez le plan d'expérience qui a déjà été construit et qui a déjà été réalisé. On a, pour toutes les expériences, une mesure de Y qui a été faite. Pour vous montrer, voilà, pour vous montrer comment ça se présente, quand vous choisissez de faire un nouveau plan avec du factoriel à deux niveaux, ben voilà donc le menu dont je vous parlais avec les différents types de plans que vous pourriez faire. Là, par exemple, hein, comme je vous disais, on est sur du factoriel complet avec 4 facteurs. Pour 16 expériences, on aurait peut-être pu rajouter un 5e facteur et ça ne nous aurait pas coûté plus. Donc là, dans le logiciel, normalement, c'est ici qu'on va remplir à la main, hein, les différents facteurs et les niveaux qu'on a sélectionnés. Et la réponse. Le logiciel, lorsque vous faites du factoriel, il va vous indiquer toujours ce critère qui est la puissance de votre plan. La puissance de votre plan, c'est le pourcentage de chance que vous avez de détecter un effet. Donc, c'est quelque chose qui doit être maximisé autant que possible. Donc, vous voyez que le logiciel, lui, vous fait même une recommandation, hein.
Donc, on essaye d'avoir la puissance la plus haute possible. Eux recommandent 80. Donc pour essayer d'être aussi sûr que possible de détecter, l'effet de par exemple, de la température, hop, de la température ou de la pression ou de la concentration et cetera. Voilà. Donc alors, pardon. On va reprendre notre plan avec les données et donc ici dans le menu, on va aller dans l'analyse et juste Start Analysis. Donc, comme je disais, hein, vous avez les onglets ici qui sont dans le logiciel qu'on va résoudre dans l'ordre. Donc, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut aller. On ne va pas directement dans les modèles graphes tant qu'on n'a pas vérifié l'ANOVA et ses diagnostics. Donc déjà, on va pouvoir sélectionner les effets influents ici. C'est-à-dire que vous avez ce graphique qui représente les effets en valeur absolue. Plus ils sont loin sur la droite, plus ils sont importants. Cette ligne rouge, elle représente ce qui est considéré comme le bruit qu'on a dans notre système. Donc, on va pouvoir aller sélectionner les effets ici, de cette manière. Donc, tous ceux qui sont loin sur la droite de notre ligne rouge sont les effets qui sont influents. C'est les X qu'on choisit de mettre dans notre modèle AX plus B. Une fois qu'on les a sélectionnés, eh ben, on va pouvoir cliquer sur l'ANOVA. Et l'ANOVA, ici, nous réalise un test de Fisher pour vérifier est-ce que les termes qu'on a mis dans nos modèles sont significatifs et est-ce que, oui ou non, notre modèle est significatif, c'est-à-dire est-ce qu'il explique bien la variabilité de notre procédé. Donc, vous voyez qu'ici, hein, vous avez le modèle qui est construit. Il vous rappelle ici les différents effets que vous avez sélectionnés. Donc, le modèle est construit ici et il y a un test de Fisher qui vous indique que oui, le modèle est significatif. Ici, dans les résidus, on a tous les termes qui n'ont pas été utilisés. Donc, B, mais aussi l'interaction AB, l'interaction BC, etc. Tout ça, ça permet d'avoir une valeur de résidu qui vous permet de faire le test de Fisher ici. Donc la p-value se lit assez classiquement. Inférieur à 5%, vous êtes significatif. Au-delà de 10%, on n'est pas significatif. Vous avez également un petit rappel ici du logiciel. Sur cette page, ce qui peut être intéressant aussi, c'est les statistiques, donc l'écart type, ce qui reste comme bruit dans le système. Et par exemple, les R carrés, donc R carré ajusté et prédit, qui sont les plus intéressants. Donc plus ils sont proches de 1, mieux c'est. Donc, vous voyez qu'ici, on a un modèle qui est plutôt bon, on a des R carrés qui sont très élevés, très proches de 1. Donc, notre ANOVA est OK, on a un modèle qui est significatif, donc on peut aller vérifier les diagnostics et vérifier que les hypothèses de notre ANOVA, la normalité des résidus, etc., sont respectées. Ici, en haut à gauche, vous avez donc la normalité des résidus. Donc effectivement, on confirme, on doit avoir ces points qui suivent à peu près la ligne. Donc pas de souci dans notre cas, la normalité des résidus est respectée. Ici, on vérifie sur ce premier graphique que les résidus n'ont pas une tendance en fonction du Y. Ce qu'on ne veut pas avoir, par exemple, c'est des formes de mégaphone, ici, où on aurait une erreur qui augmente avec le Y. Normalement, l'erreur, elle est répartie aléatoirement. Vous ne devez pas avoir une erreur petite sur des valeurs petites et une erreur très grande sur des valeurs très grandes. Ici, donc, il n'y a a priori pas de souci. C'est vrai qu'on a une erreur petite ici, mais on n'a pas de forme de mégaphone ici. On n'a pas une erreur qui augmente avec le Y. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. On peut aussi aller regarder les résidus en fonction de l'ordre dans lequel ont été réalisées les expériences. Donc là, pareil, les résidus, ils doivent être aléatoirement répartis. Donc, on doit en avoir des deux côtés et on ne veut pas avoir une tendance. Donc, par exemple, vous ne voulez pas avoir que des résidus positifs ou que des résidus négatifs. Et vous ne voulez pas non plus voir des résidus qui augmentent au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que peut-être il y a un problème de machine ou quelque chose, mais en tout cas, il ne doit pas y avoir une tendance, quelque chose qui monte ou qui descend. Donc là, on est plutôt pas mal, c'est bien aléatoire, c'est bien réparti.
Ensuite, les modèles graphes. Donc, par défaut, le logiciel, lorsque vous avez des interactions présentes, va vous montrer ce graphique d'interaction. Vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, cliquer ici sur All Factors et ça vous permet de voir les facteurs un par un. Ceci dit, et vous voyez, vous avez un warning à chaque fois sur tous nos graphiques ici, il ne faut pas regarder un facteur qui est impliqué dans une interaction. Donc, par exemple, là, si je regarde la concentration, le facteur C, eh ben, on a un warning comme quoi ce facteur est impliqué dans l'interaction AC. Donc, ça ne sert à rien d'aller regarder C tout seul, puisque son comportement, son effet sur le Y, le filtration rate, va aussi dépendre de A. Donc, il faut éviter d'aller regarder des facteurs de cette manière un à la fois. D également a une interaction avec A, donc on évite de regarder des sous-sols. B n'est pas dans le modèle, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de le regarder. Ça veut dire que peu importe dans ce domaine d'expérimentation choisi, donc entre 10 et 15, peu importe la valeur de la pression, ça n'aura pas d'effet. A est impliqué donc avec C et avec D. Donc, on va plutôt regarder ce graphique d'interaction-là. Donc ici, vous avez la température ici en abscisse en fonction donc du Y qui a été mesuré. Et le C est représenté avec ces deux lignes noires et rouges. Donc C correspondant à la valeur moins de concentration en formaldéhyde, donc 2%. Et la ligne rouge, eh ben, c'est la concentration en formaldéhyde à plus 4, qui est la valeur maximum, et qui est donc ce qui est utilisé dans le procédé actuel. Ils ont une concentration qui est de 4%, qu'on cherche donc à réduire. Ici, vous avez les différents contrôles de votre graphique. Donc, on vous dit que vous êtes en train de regarder l'interaction AC avec ces deux axes. Et donc, par exemple, la pression, elle n'est pas dans le modèle, hein, mais par défaut, le logiciel vous la met au centre. Donc ici, on varie entre 10 et 15. Donc, on est à 12,5 en pression. Elle n'est pas dans le modèle, donc on peut changer la valeur de la pression sans problème. Le D, la vitesse d'agitation, elle, on peut la changer ici. Par défaut, il vous propose de le mettre au centre, donc à 22,5. Pour l'instant, on va le laisser au centre. Et on va regarder ici, essayer de trouver qu'est-ce qui nous permet de maximiser la vitesse de filtration. Clairement, on voit que cette expérience-là est celle qui nous permet d'obtenir le maximum de vitesse de filtration. On a une vitesse de filtration qui est à 85 environ. Donc, avec un A maximum, la température au max, et le C minimum. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est ce qu'on cherche à faire, minimiser la quantité de formaldéhyde. Donc ça tombe bien, ce qui nous permettrait ici, dans ce cas, de maximiser la vitesse de filtration, c'est aussi d'avoir la quantité minimale de formaldéhyde, à condition qu'on soit au A maximum. Vous voyez que si vous êtes à A minimum, au contraire, la vitesse de filtration n'est pas bonne dans ces conditions. Donc, on va aller voir la deuxième interaction qui est AD. Comme je disais, A, C et D, on ne va pas les voir tout seuls. Ils sont dans des interactions, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va aller regarder AD. Donc, on a noté que la meilleure solution, a priori, pour C, c'est d'être minimisé. Donc, on va diminuer le curseur directement pour avoir C au minimum. Et vous voyez que là, ce qui nous permet largement de maximiser le taux de filtration, c'est cette expérience-ci. Donc, on est toujours sur A au maximum. Et vous êtes sur D en rouge, qui est au maximum également. Et ça nous permet d'obtenir une vitesse de filtration qui est très importante, qui est légèrement au-delà de 100, tout en ayant la concentration en formaldéhyde minimisée. Ce type de résultat, on pourrait très bien l'avoir obtenu directement avec le logiciel, avec ce menu qui est l'optimisation. Donc là, c'est vrai que nous, on a réussi à trouver assez facilement les bonnes conditions pour maximiser la vitesse de filtration, mais quand on a 6, 7, 8 facteurs, ça peut être très compliqué à réaliser. Donc dans ce cas-là, le logiciel va le faire pour vous. Par exemple, là, on va choisir le taux de filtration et on va chercher à le maximiser.
Donc là, par défaut, le logiciel vous propose les valeurs minimales et maximum qu'il a observées. Clairement, nous, on ne veut pas une vitesse de filtration qui est à 40, hein. On veut être au moins à 80. Donc, vous voyez que lorsque je change ces valeurs, eh ben, le logiciel me montre ce petit graphique-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. C'est-à-dire que pour nous me proposer des solutions, le logiciel va calculer une fonction de désirabilité avec une valeur entre 0 et 1. À 0, c'est pas une solution pour lui, ça veut dire qu'au moins un des critères n'est pas atteint. Là, par exemple, toutes les expériences qui vont me donner une vitesse de filtration inférieure à 80, le logiciel ne me les proposera pas, la désirabilité sera à 0. Une fois qu'on a atteint un objectif, par exemple ici j'ai mis un maximum à 110, puisqu'on veut vraiment maximiser le taux de filtration, et bien là, on a une désirabilité qui arrive à 1, ici, à partir du moment où 110 est atteint. Entre les deux, la désirabilité varie de manière linéaire entre 0, 0,5 et 1. Donc là, on maximise la réponse, et tant qu'à faire, on va dire que notre concentration, puisqu'on peut aussi donner des consignes au facteur, on va chercher à le minimiser. Idéalement, on veut avoir le moins de formaldéhyde possible. Quand on clique sur solution, le logiciel va nous proposer ici, il va nous dire, il faudrait mettre A au maximum, B n'est pas dans le modèle, ça n'a pas d'importance. On va mettre C au minimum et on va mettre D au maximum. Et ça nous permet d'avoir un taux de filtration un peu supérieur à 100. Donc, la même chose, hein, que ce qu'on avait trouvé, mais le logiciel peut vous le faire automatiquement. En général, une fois que vous avez construit un modèle et que vous êtes satisfait, il faudrait toujours faire quelques points de confirmation. Donc, par exemple, là, vous voyez que par défaut, le logiciel vous a sélectionné la meilleure solution, donc avec A maximiser, C minimum, D maximum. Donc, vous pouvez décider de faire, par exemple, je ne sais pas, 5 points. 5 fois, vous allez réaliser cette expérience dans ces conditions. Et ici, vous pouvez remplir, par exemple, les valeurs que vous avez trouvées sur la vitesse de filtration. Hop. Et vous voyez qu'en dessous, le logiciel va vous calculer, puisqu'on est vraiment sur des prédictions, hein. Donc, il y a toujours un petit peu d'erreur sur des prédictions. Donc, il vous calcule la prédiction moyenne, médiane, etc., en fonction de l'intervalle de confiance. Donc, vous aurez quelques slides, hein, qui résument ce qu'on a vu ensemble. Donc, voilà donc les meilleurs résultats qu'on a trouvés, une température haute, une concentration basse et une vitesse d'agitation haute également. Ici, quelque chose qui serait important à noter, c'est que si on avait fait quelque chose, un facteur à la fois, au lieu de faire un plan d'expérience, on n'aurait même pas testé la température. On aurait dit que ça n'avait pas d'effet. Parce que regardez, dans notre procédé initial, on a un taux de formaldéhyde qui est à 4%, ici, sur cette ligne rouge. Et vous voyez que quand vous regardez ce graphique d'interaction, la température, finalement, qu'elle soit ici ou là, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Lorsque vous avez ces graphiques d'interaction-là, ces barres, c'est ce qu'on appelle des LSD bars, pour Least Significant Differences, ça se lit un petit peu comme un intervalle de confiance. C'est-à-dire que si elles se recoupent, on va considérer que les expériences ne sont pas significativement différentes. Donc vous voyez, par exemple, là, ces deux expériences, les barres ne se recoupent pas, donc il y a une vraie différence entre les deux expériences à plus 2 ou plus 4. Si je clique ici, sur cette expérience, vous avez le graphique qui s'ajuste pour vous visualiser un peu plus facilement. Et vous voyez que là, ce point-là, il recoupe la LSD bar de ce point-là. Donc, ces deux points, à 35 degrés et à 24 degrés, ils ne sont pas significativement différents. Donc, si on avait testé sur le procédé 1 à la fois au démarrage,
avec une concentration à 4%, et on aurait dit: «Bah, tiens, je vais faire varier ma température. Qu'est-ce qui se passe?» Eh ben, rien. Donc on aurait pu considérer que c'était pas utile de faire varier la température, qu'il y avait pas d'effet de température. Or, vous voyez que la température, c'est un effet qui est très important et qui est, en plus, impliqué dans les interactions avec la concentration et avec la vitesse d'agitation. Donc de la même manière, hein, avec une, concentration élevée en formaldéhyde, donc ce qu'on avait au démarche. Ici, par exemple, on considère que la température, ici, c'est 2 expériences, il y a pas de différence. Donc là, faire des plans d'expérience, ça nous a quand même vraiment permis de mieux comprendre le procédé et de ne pas perdre d'informations, puisque si on n'avait pas testé la température, là, on aurait perdu quand même, beaucoup, beaucoup de choses. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc vraiment, hein, j'espère vous avoir montré que les plans d'expérience, ben, ça va vraiment, vous apporter beaucoup de choses dans tout ce qui est développement de procédés, compréhension de procédés et même ensuite, tout ce qui est robustesse. Donc ça permet vraiment d'accélérer le développement de produits et l'optimisation. Donc avec, ben, notamment les 3 types de structures dont on a parlé, hein, le plan factoriel qui va vraiment se focaliser sur les effets, chercher l'effet des facteurs et leurs interactions. Ensuite, des plans un petit peu plus complexes pour tout ce qui est surface de réponse. Donc là, on cherche à affiner un petit peu plus, on est sur de l'optimisation plutôt. Et les plans de mélange, si vous êtes plutôt intéressé par de la formulation. Donc, ben, avec Statise, hein, vous avez à la fois Statise 360 et Design Expert qui vont vous permettre, ben, de construire déjà les plans d'expérience de manière très, très simple. Vous allez pouvoir vraiment avoir toutes les expériences à réaliser listées, vous n'avez plus qu'à suivre le tableau, et aussi qui vont vous aider sur l'analyse, pour réussir à, ben, à répondre à toutes ces questions, hein. Est-ce que j'ai des effets et où est-ce que je me mets pour avoir le meilleur, résultat possible sur mon Y? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller un petit peu plus loin, sur le site de Statis, vous avez pas mal de documents, en libre accès. Donc il y a quelques webinars qui sont disponibles, sur demande. Mais vous avez aussi sur leur site YouTube, plusieurs vidéos, et vous avez la Statis Academy, donc sur lequel vous allez avoir pas mal d'infos, de tutoriels. Il y a des billets de blog également, donc si vous voulez aller un peu plus loin sur les plans d'expérience, donc il y a pas mal de ressources gratuites sur le site de Statis. De notre côté, nous, on fait aussi des formations, toujours en partenariat avec Statis, donc pour aller plus loin, hein, si vous voulez une introduction au plan d'expérience. Donc on a des sessions inter-entreprises, donc les prochaines, sont en 2023, donc en mars et en juillet. Si vous le souhaitez, on fait aussi des formations en intra-entreprise, donc on peut faire des 2 participants, et dans ces cas-là, bah, on peut les faire soit chez vous, dans vos locaux, ça peut être sur Montpellier également. En tout cas, voilà, c'est à la carte dans ces cas-là, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur les formations qu'on dispense. On est d'ailleurs, certifié Qualiopi. Donc, c'est la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous avez donc ici les contacts, les nôtres, pour tout ce qui est, formation, traitement de données, mais également les contacts de Statis si vous voulez plus d'informations sur les logiciels. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Merci beaucoup.